Ma sœur avait convaincu toute la famille qu'elle hériterait de la maison de grand-mère. Elle y avait même déjà emménagé ses meubles. Lors de la réunion de succession, j'ai gardé le silence. Puis le notaire qui avait rendu visite à grand-mère dans sa chambre de soins palliatifs a demandé, calmement, si quelqu'un voulait expliquer pourquoi jamais terminé. Je m'appelle Bridget, j'ai 34 ans, et j'ai passé 9 ans de ma vie à enregistrer les successions des autres pour gagner ma vie avant que quiconque dans ma famille ne songe à me demander ce que je faisais de mes journées. Laissez-moi vous ramener dans cette cuisine. La maison était une bâtisse de plein pied bleu et étroite sur Linden Street, dans une petite ville près d'Asheville où chaque grand-mère semblait posséder exactement la même. Ma grand-mère, Vivian, y avait vécu pendant 51 ans. Elle y avait élevé ma mère. Elle m'avait appris à jouer au rami sur cette table de cuisine. Et quand j'avais 9 ans et que mes parents se déchiraient dans un divorce houleux, elle m'avait laissé dormir dans la chambre du fond pendant tout un été sans jamais me faire sentir que j'étais un fardeau. Elle est morte en mai, d'un cancer du pancréas foudroyant, comme c'est souvent le cas. J'ai reçu l'appel au travail. Je m'en souviens parce que j'étais en train de clore la succession d'une famille que je n'avais jamais rencontrée, un homme dont les 3 enfants se disputaient un bateau de pêche et une série de clubs de golf pendant que la maison restait vide. J'ai classé le dernier formulaire, apposé ma signature, et mon téléphone a vibré en affichant le nom de ma tante. J'ai su avant même de décrocher. On le sait toujours. Ce que j'ignorais encore, c'était que j'allais passer les 2 mois suivants de l'autre côté du bureau. Pendant 9 ans, j'avais vu des inconnus se déchirer de la sorte, le deuil, la cupidité, la manière dont la mort transforme des gens ordinaires en personnes méconnaissables. Je pensais autrefois que ma famille était différente. Je croyais que nous étions ce genre de personnes à qui les tragédies n'arrivent pas, que ces histoires n'arrivaient qu'aux autres. En réalité, la mise en garde vivante, c'était moi, je n'avais simplement pas encore lu mon propre dossier. Dès le jour des funérailles, Camille avait les clés. Je n'ai pas demandé comment. Camille était le genre de personne à qui tout arrivait naturellement. Elle avait 2 ans de plus que moi, plus jolie d'une façon qui ouvre les portes, et elle avait passé sa vie entière à être la fille dont notre mère se vantait. J'étais celle qui répondait toujours présente, Camille était celle qu'on attendait. Alors, lorsqu'elle s'est avancée lors de la réception des obsèques pour annoncer doucement, grand-mère voulait que j'aie la maison, tout est réglé, personne n'a scié. Ma tante a hoché la tête. Mon oncle a hoché la tête. Ma mère a posé une main sur l'épaule de Camille comme si elles avaient répété ce discours ensemble et c'était peut-être le cas. J'ai regardé cette annonce s'abattre sur la pièce et j'ai vu l'assemblée l'accepter. J'ai alors compris une chose que j'avais toujours su sans pouvoir la nommer, Camille n'avait rien à prouver. Camille n'avait qu'à décréter les choses. Lorsqu'elle disait que la maison était à elle, elle le devenait dans l'air, sur tous les visages, avant même qu'un seul morceau de papier ne vienne le confirmer. Mon oncle est venu me presser le bras, c'est une bonne chose que Camille la prenne, m'a-t-il dit. Elle la gardera dans la famille. De toute façon, tu es plutôt un esprit libre. J'habitais le même appartement depuis 8 ans et j'occupais le même emploi depuis 9 ans. Je n'avais absolument rien d'un esprit libre, mais le rôle avait été distribué depuis longtemps, Camille incarnait les racines, l'avenir, la famille, j'étais l'élément flottant dont personne n'avait à se soucier. Je suis resté près du percolateur à café sans un mot. C'est une attitude que les gens interprètent souvent mal à mon sujet, ils croient que le silence vaut consentement. Ce n'est pas le cas, cela signifie que j'écoute. Et ce que j'entendais derrière les murmures feutrés des funérailles, c'était une histoire sans aucun document pour la soutenir. Car voici ce que je savais et qu'ils ne me soupçonnaient pas de savoir, l'expression « tout est réglé » n'existe pas en matière immobilière. Une maison est le bien le plus documenté qu'une famille puisse posséder. Une maison se transmet par un acte notarié, un acte s'appuie sur un testament, et un testament suit une procédure soumise à des règles strictes, des règles que j'avais passé près d'une décennie à faire appliquer pour des inconnus. Si la succession de cette maison était réglée, il existait quelque part un document signé, certifié et authentifié portant le nom de ma grand-mère. Je ne l'avais simplement pas encore vu. Ce soir-là, une fois les plats emballés et la dernière voiture partie de l'allée, je suis resté pour faire la vaisselle. Camille était déjà partie plus tôt, disant qu'elle devait rentrer chez elle, j'avais remarqué qu'il s'agissait déjà de sa maison, et non plus de celle de grand-mère. Ma mère s'attardait dans la cuisine, essuyant des verres qui n'avaient pas besoin de l'être. « Tu es bien silencieuse » a-t-elle remarqué. « C'est un enterrement, maman. Tu vois très bien ce que je veux dire. » Elle a posé son verre.
Je sais que c'est difficile pour toi. Vous étiez proches, ta grand-mère et toi. Mais Camille s'installe, c'est elle qui a besoin d'espace. Tu comprendras quand tu auras ta propre famille. Quand tu auras ta propre famille. Comme si je n'en avais pas une. Comme si la femme que nous venions d'enterrer le matin même n'avait pas été la mienne aussi. Grand-mère avait-elle les idées claires à la fin, ai-je demandé calmement, une assiette entre les mains. Le torchon s'est arrêté net. Quel genre de question est-ce là? Une question simple, avait-elle toute sa tête lorsqu'elle a pris ses décisions concernant la maison? Elle savait exactement ce qu'elle voulait, a répondu ma mère, un peu trop vite, un peu trop fluide. Elle avait toute sa tête jusqu'au bout. J'ai essuyé mes mains, c'est bien. Je suis heureuse qu'elle ait eu toute sa tête. Mais j'avais vu ma grand-mère en mars. J'avais tenu sa main pendant qu'elle m'appelait par le prénom de ma mère, puis par celui de sa propre sœur, morte depuis 30 ans. Avoir toute sa tête, était un mensonge d'une telle ampleur que ma mère devait avoir viscéralement besoin d'y croire elle-même. Et je ne pouvais m'empêcher de repenser à une confidence faite par l'infirmière des soins palliatifs la semaine précédente. Lorsque j'étais venu à 6 heures du matin avant mon service pour veiller Vivien pendant son sommeil, l'infirmière m'avait glissé que la dame notaire était venue à 2 reprises sans pouvoir finaliser les actes. J'avais été trop fatigué et trop triste pour demander ce que cela signifiait. Devant cette table de cuisine, avec le sourire narquois de Camille encore frais dans mon esprit, j'ai compris que cela pouvait tout changer. Je suis rentré chez moi ce soir-là sans verser une larme. J'ai préparé un thé que je n'ai pas bu, je me suis assise à ma propre table et j'ai laissé tourner une phrase en boucle dans ma tête, la dame notaire est venue 2 fois sans pouvoir finaliser. Si un acte n'avait pas pu être finalisé, alors rien n'était réglé. Et si rien n'était réglé, alors ma sœur avait emménagé son canapé dans une maison qui, légalement, n'appartenait peut-être encore à personne, ou appartenait à nous tous. Camille n'agissait pas avec précipitation sous le coup du chagrin, elle se hâtait parce qu'elle redoutait précisément la procédure au sein de laquelle je travaillais quotidiennement. Je l'ai découvert progressivement au fil de quelques coups de fil et d'un dîner dominical particulièrement inconfortable. Ma mère recevait à sa manière habituelle lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose, du rôti et les belles serviettes. Camille était assise en face de moi, son téléphone posé face contre table, un geste révélateur chez elle, semblable à un joueur de poker qui tripote nerveusement ses jetons. Nous voulons simplement faire simple, a dit ma mère en me passant les pommes de terre. Ta grand-mère a été très claire, la maison revient à Camille. C'est elle qui va y vivre, y élever ses enfants. Toi, tu as ton appartement, ton petit travail. C'est logique. Mon petit travail. J'avais traité des dossiers de succession qui valaient plus que la maison de ma mère et celle de ma tante réunies. Mais j'ai laissé couler parce que le rôti était bon et que je voulais entendre la suite. Et le timing est serré, a ajouté Camille avec trop d'empressement. Nous ne voulons pas que cela traîne devant les tribunaux. La justice coûte cher, elle dévore tout. Grand-mère n'aurait pas voulu de ça. Le voilà, le tribunal. Le mot qui lui faisait peur. Y avait-il un testament, ai-je demandé calmement, sur ce ton qu'on emploie pour interroger un témoin sur un élément qu'on connaît déjà à moitié. La fourchette de ma mère s'est figée un bref instant, bien sûr qu'il y en avait un. Puis-je le voir? Il est chez l'avocat de Camille. Camille a pris un avocat pour la succession, a tranché ma mère sur un ton qui fermait toute discussion. Tout est géré. J'ai hoché la tête en mangeant mes pommes de terre, mais j'avais relevé l'hésitation, 2 secondes de blanc avant ce, bien sûr qu'il y en avait un. En 9 ans de recueil de déposition, j'avais appris que la vérité jaillit avec spontanéité, tandis que le mensonge répété sort avec un décalage de 2 secondes, formulé avec une perfection trop bien répétée dans la voiture. Il y a eu un autre moment marquant lors de ce dîner. Au moment de partir, Camille m'a raccompagné à ma voiture. Seules toutes les deux dans le froid, elle a laissé tomber son masque d'assurance un instant, elle avait l'air épuisée, redevenant la jeune fille avec qui j'avais partagé une salle de bain pendant 18 ans. Ce n'est rien de personnel, m'a-t-elle dit. Pour la maison, tu le sais, n'est-ce pas? D'accord, ai-je répondu. C'est juste que les temps sont durs pour moi en ce moment. Greg est sans emploi. Nous avons besoin de ça. Elle a frotté ses bras contre le froid. Grand-mère aurait voulu que nous ayons un point de chute. Pendant une seconde, j'ai failli la prendre en pitié. C'est ce qu'on ne vous dit jamais sur les gens qui vous font du mal, parfois, ils se noient eux-mêmes. Parfois, la cruauté et le désespoir sont les 2 faces d'une même pièce.
Mais elle a immédiatement ajouté, alors ne rends pas les choses bizarres lors du rendez-vous, d'accord? Tu signes simplement ta part et nous sommes quittes. Elle m'a tapoté 2 fois l'épaule, comme on caresse un chien qu'on s'apprête à abandonner, avant de regagner la cuisine chaleureuse et la famille qui était la sienne. Assise dans ma voiture, j'ai compris que la noyade de Camille et mon propre sacrifice ne seraient pas 2 événements distincts, elle avait déjà décidé laquelle de nous deux devait sombrer. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'ai donc fait la seule chose qui parvenait à m'apaiser, dresser la liste de ce que je savais avec certitude et de ce que je ne faisais que supposer. Ce que je savais, grand-mère avait été malade pendant 4 mois, Camille possédait les clés avant les funérailles, il existait prétendument un testament chez un avocat que personne ne voulait me montrer, une notaire s'était rendue à l'hospice à 2 reprises sans pouvoir finaliser l'acte. Ce que je supposais, ma famille était en train de me mentir à nouveau. Comme lors de ce fameux été du divorce qu'on disait, plus simple pour tout le monde, ou lorsque Camille avait obtenu le compte d'épargne pour ses études tandis qu'on me disait, on trouvera une solution pour toi. J'avais passé ma vie entière à m'entendre dire que l'injustice était en réalité la solution la plus raisonnable, au point de presque le croire. C'est la partie que j'évoque rarement, il ne s'agissait pas véritablement de la maison. Il s'agissait du fait que ma grand-mère était la seule personne de cette famille qui m'avait jamais regardé en me choisissant en premier la chambre du fond, les parties de Rami, cette façon qu'elle avait de me dire, tu es ma petite futée, Bridget. Si Camille obtenait la maison de grand-mère, le dernier endroit sur terre qui m'avait appartenu, alors même ce titre de « petite futée » n'aurait été qu'une illusion que je m'étais inventée. J'avais besoin de savoir si c'était vrai, non pour la valeur du bien immobilier, mais pour avoir la preuve que j'avais été aimé délibérément. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hospice pour demander à parler à l'assistante sociale. Ce qu'elle m'a révélé a fait voler l'affaire en éclats. L'assistante sociale s'appelait Renata, et elle se souvenait parfaitement de Vivien. Elle me parlait souvent de vous, m'a confié Renata. Sa petite fille qui travaillait dans le droit des successions. Elle me disait, ma petite Bridget comprendrait toute cette paperasse. J'ai dû poser le combiné quelques secondes pour respirer. Quand je l'ai repris, j'ai posé la question essentielle, une notaire est venue la voir 2 fois. Savez-vous ce qu'il en est? Il y a eu une pause prudente. Je ne peux pas divulguer les dossiers d'autres professionnels, mais je peux vous dire qu'il n'est pas rare qu'une signature soit programmée puis annulée. La capacité juridique est primordiale. Nous consignons l'état des patients quotidiennement. Si une officière publique a émis des réserves, cela n'a rien d'anormal. La capacité juridique, le terme de droit qui détermine si une personne dispose de tout son discernement pour signer un acte authentique. Je connaissais parfaitement la règle, la mission d'un notaire au chevet d'un mourant consiste précisément à s'assurer que le signataire comprend ce qu'il signe et n'agit sous aucune contrainte. Y avait-il des réserves, ai-je demandé. Je ne peux pas en dire davantage, a murmuré Renata avant d'ajouter plus doucement, mais je vous encourage vivement à vous assurer que les bonnes personnes seront présentes lors de la réunion de succession. Parfois, les familles oublient d'inviter ceux qui étaient réellement là. Je l'ai remerciée et je suis resté assise 20 minutes dans ma voiture sur le parking de l'hospice. Elle venait de me faire comprendre, avec les seules réserves que son devoir de discrétion lui imposait, que les personnes présentes dans la chambre à la fin n'étaient pas celles qui racontaient l'histoire aujourd'hui. Et qu'une notaire ayant refusé d'instrumenter avait sans doute encore des choses à dire. Pendant que je creusais cette piste, Camille est passée à la vitesse supérieure. Elle ignorait que j'avais découvert quoi que ce soit, tel était l'avantage de mon silence. Mais une personne pressée continue d'avancer, et sa précipitation m'a mise au pied du mur, elle a commencé à vider la maison. Je l'ai appris lorsque ma tante l'a mentionné d'un ton anodin, comme s'il s'agissait d'un geste d'une grande générosité, Camille trie les affaires de Vivien et donne ce dont personne ne veut. Elle te demande si tu souhaites récupérer des photos avant qu'elle ne mette tout en carton pour la braderie paroissiale. Les photos. Les cartes de Rami. Le couvre-lit de la chambre du fond qui sentait la crème pour les mains de ma grand-mère. Camille décidait, objet par objet, des morceaux de mon enfance qui avaient le droit de survivre et de ceux qui devaient être bradés à l'église. Et on me proposait les restes par pure charité. Je me suis rendu à la maison le soir même, Camille avait fait changer les serrures. Ma clé, celle que grand-mère m'avait confiée à mes 16 ans, n'a pas tourné. Je me suis donc tenu sur le perron de cette maison où j'avais dormi enfant apeuré à 9 ans, et j'ai frappé à la porte comme un démarcheur. Camille a entrouvert la porte de quelques centimètres, derrière elle, j'apercevais des cartons empilés. « Je suis occupé », a-t-elle lancé. « Tu as changé les serrures. »« C'est ma maison, Bridget.
Ce n'est pas encore ta maison. C'est une masse successorale jusqu'à la clôture de la procédure. Ce n'est pas seulement déplacé, c'est illégal, un héritier n'a pas le droit de vider une succession avant le partage, ai-je énoncé d'un ton parfaitement neutre, comme je l'aurais fait devant un usager à mon guichet. Tu ne peux ni vendre ni donner les biens de grand-mère tant que ce n'est pas réglé. Aucun de nous ne le peut. Quelque chose a traversé son regard, non pas de la culpabilité, mais du calcul. Elle venait d'apprendre que je connaissais les règles de droit, et je l'ai vu enregistrer cette information comme une menace. Je fais juste du rangement, a-t-elle rétorqué. Ne monte pas ça en épingle. Et elle a refermé la porte. Je suis reparti en sachant deux choses, d'une part, elle vidait les lieux avant le rendez-vous officiel pour effacer toute trace de mon passage, d'autre part, je venais d'abattre une carte de trop, et elle savait désormais que la petite futée l'observait. Je devais redoubler de vigilance, le compte à rebours était lancé. Le lendemain matin, Greg m'a appelé. Nous avions toujours entretenu des relations cordiales et distantes, et j'ai d'abord cru qu'il cherchait à apaiser les tensions. Il n'en était rien. Salut Bridge, a-t-il lancé sur un ton chaleureux le pire préambule qui soit. Écoute, je sais qu'il y a des frictions à propos de la maison. Je voulais juste te dire que Camille est sous pression en ce moment. Nous le sommes tous les deux. Et la dernière chose dont elle a besoin, c'est que sa sœur vienne compliquer les choses. La famille doit s'entraider. La famille doit s'entraider, cette devise coulait dans les veines familiales comme une maladie héréditaire, ne fonctionnant toujours que dans un seul sens. Je ne complique rien, Greg, ai-je répondu. Je pose des questions sur une succession dont je suis légalement héritière. Il y a eu un silence, puis sa voix s'est durcie, perdant toute amabilité, ne me fais pas ton numéro de juriste. Tu fais toujours ça, tu crois que parce que tu classes de la paperasse dans un bureau de comté, tu es plus intelligente que nous tous. Prends ce qu'on te propose et laisse Camille savourer sa victoire, d'accord? Elle a besoin de gagner, cette fois. Elle a besoin de gagner cette fois. Comme si la maison de ma grand-mère était un trophée dans un jeu où Camille avait un tour d'avance garanti. Je n'ai jamais eu droit à cette victoire non plus, Greg, ai-je murmuré. C'est ce qu'aucun de vous ne veut voir. J'ai raccroché doucement et je suis resté les mains tremblantes sur le volant d'une voiture garée, une habitude récurrente dans cette histoire. Mais cet appel a eu un mérite, il a balayé mes derniers doutes. On n'envoie pas le mari faire pression sur une intuition, on l'envoie quand on a peur des éléments que vous détenez. Je n'avais aucun enregistrement, aucun document officiel entre les mains. Je ne possédais que ma maîtrise du droit des successions et un fil conducteur, une notaire venue 2 fois sans conclure. J'ai donc accompli la démarche la plus rébarbative et la plus puissante de ma profession, j'ai réclamé l'accès au dossier public. Lorsqu'une personne décède et qu'une succession est ouverte, une requête doit être déposée auprès du greffe du comté. Il s'agit d'un registre public consultable par quiconque. J'en avais extrait des milliers pour d'autres, j'ai extrait celui de ma propre grand-mère. Cela m'a pris 20 minutes au bureau du greffe. La collègue au guichet m'a reconnu, tu traites un dossier à toi aujourd'hui? Non, ai-je répondu. Un dossier de famille. Elle m'a adressé ce regard empreint de compassion que j'avais moi-même porté sur des centaines d'endeuillés, et elle a sorti le document. C'est là que j'ai découvert que le mensonge avait laissé des traces écrites. La requête avait été déposée 2 semaines après l'enterrement, au nom de Camille comme requérante, avec la signature de son avocat. En annexe, constituant le fondement de toute la demande, figurait la copie d'un testament daté de 4 mois avant le décès de grand-mère. Il léguait la maison de Linden Street à Camille et me laissait les effets personnels et souvenirs. En apparence, c'était l'exact récit tenu lors des obsèques, à un détail près, le nom de grand-mère était dactylographié sous la ligne de signature. Mais l'encadré notarié en bas de page, l'emplacement où l'officier public appose son sceau et sa signature pour certifier avoir assisté à l'acte était totalement vierge. Ni signature, ni tampon, ni date. Le document déposé au tribunal pour attribuer la maison à ma sœur n'avait jamais été notarié. Une personne non avertie ignorerait la portée de cet élément, et ma famille comptait sur mon ignorance. Dans notre État, un testament n'exige pas obligatoirement un acte notarié s'il est validé par le testateur et 2 témoins. Un testament non notarié n'est donc pas nul d'office. Mes 2 témoins avaient signé celui-ci, et je reconnaissais l'un des noms, celui de ma mère. On ne doit pas être témoin d'un testament qui attribue des biens à sa propre fille. Ce n'est pas toujours formellement illégal, mais c'est une anomalie majeure, un témoin ayant un intérêt indirect dans l'affaire attire immédiatement la suspicion d'un juge.
Et le second témoin portait un nom inconnu, un certain H. Pell, sans adresse, réduit à un simple gribouillis. Assise devant cette copie imprimée sur ma table de cuisine, j'ai ressenti une sensation inédite depuis l'enterrement, non plus du chagrin, mais une assise solide. Ils avaient déposé un acte dépourvu de sceau notarié, contresigné par la mère de la bénéficiaire, en affirmant à toute la famille que le dossier était inattaquable, certain que la seule personne lésée ne prendrait jamais la peine de le lire. J'ai choisi d'attendre. Je savais qu'une audience ou une conférence de règlement était obligatoire, en tant qu'héritière désignée pour les effets personnels, je devais légalement y être convoqué. La date figurait sur le dossier, la réunion devait se tenir au cabinet de l'avocat la 2e semaine de juin, 6 semaines plus tard. Si j'avais appelé Camille immédiatement pour abattre mes cartes, elle aurait eu 6 semaines pour tenter de régulariser la situation, contourner l'absence de notaire et verrouiller le dossier avec son conseil. Mais en gardant le silence, en restant la fille effacée qu'ils avaient toujours connue, elle entrerait dans cette salle de réunion avec la certitude qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Elle ignorait totalement qui d'autre s'y trouverait. Ce délai d'attente a été éprouvant. Chaque jour, j'avais envie d'appeler quelqu'un, de crier, de transmettre le document à ma tante avec l'encadré vierge surligné en rouge, de me lever lors d'un dîner de famille pour dénoncer l'imposture. La blessure réclamait réparation, bruyamment et tout de suite. Mais dans ma profession, celui qui dévoile son jeu trop tôt perd toujours face à celui qui dispose d'un meilleur avocat et d'une patience à toute épreuve. Si je faisais du bruit, il rectifierait la paperasse en silence et ferait de moi la sœur hystérique accusant à tort une famille en deuil. Le scandale semblait être une justice, mais c'était en réalité un piège dans lequel ils auraient adoré me voir tomber. J'ai donc laissé faire. J'ai laissé ma mère organiser la réunion comme un couronnement. J'ai répondu aux appels inquiets de ma tante par des phrases évasives. J'ai laissé Camille accrocher ses rideaux. Ce silence n'était plus une soumission, c'était mon propre piège, tendu jour après jour. Car je continuais de réfléchir à cette signature, H. Pell. Si la notaire était venue 2 fois sans signer, c'est qu'elle avait essuyé un refus. Or, une officière publique qui refuse d'instrumenter consigne obligatoirement son refus dans un registre légal, date, heure, identité des personnes et motifs du refus. Il s'agit d'un registre public opposable en justice. Je n'avais pas besoin de fouiller des tiroirs, il me suffisait de retrouver cette professionnelle et de lui demander de produire son registre. Le nom de famille figurant sur le testament était Pell. J'ai consulté le registre officiel des notaires du comté, il n'y en avait qu'une seule, nommée Iris Pell, exerçant une activité de notaire itinérante spécialisée dans les hôpitaux et les établissements de soins. Je tenais la femme qui s'était déplacée 2 fois. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'adresse indiquée, une maison coquette de plain-pied avec une rampe d'accès et une plaque professionnelle. Une femme d'une 60aine d'années, lunettes relevées sur ses cheveux gris, m'a ouvert la porte. Dès que j'ai prononcé le nom de ma grand-mère, Vivien Carroway, son visage a changé. « Vous êtes la petite fille », a-t-elle dit. Celle dont elle parlait tout le temps, sa petite futée. Une fois de plus, ma grand-mère, même mourante, parlait de moi à des inconnus. J'ai dû contenir mon émotion. Iris m'a fait entrer, a préparé du café, et avant même que je ne pose une question, elle a lâché, je n'ai jamais finalisé cet acte. Je veux que vous sachiez que j'ai refusé d'instrumenter, et j'étais malade à l'idée de ce que cela pouvait donner. Je lui ai expliqué mon métier et ma démarche. Elle m'a alors raconté, lors de la première visite en février, ma grand-mère avait toute sa tête. Elles avaient discuté pendant 1 heure, Vivien souhaitait mettre son testament à jour mais voulait y réfléchir encore. Elle avait renvoyé Iris chez elle en lui disant qu'elle la rappellerait. La seconde visite avait eu lieu en avril, 3 semaines avant la fin. C'est votre mère qui m'a appelé, pas votre grand-mère, a précisé Iris. Quand je suis arrivé, votre grand-mère n'était plus elle-même, lourdement médicamentée, désorientée, elle ignorait quel jour on était et ne cessait de réclamer une certaine Bridget. Iris m'a regardé, c'était vous. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Un document imprimé était prêt, a poursuivi Iris. Votre mère et votre sœur étaient présentes. Elle voulait que j'authentifie la signature de votre grand-mère. Et là. Votre grand-mère a pris le stylo, a commencé à tracer les premières lettres de son nom, puis s'est arrêtée, a posé le stylo et a dit « Je refuse de faire ça tant que Bridget ne l'a pas lu ». Ma tasse de café tremblait entre mes mains. J'ai dit que je ne pouvais pas authentifier l'acte, a continué Iris. Elle n'avait pas la capacité juridique nécessaire et refusait de signer sans vous.
J'ai consigné mon refus dans mon registre, date, heure, motif et personne présente. Votre sœur s'est mise très en colère, votre mère m'a accusé d'être de mauvaise volonté, et je suis parti. Et pour la ligne des témoins, ai-je demandé. Il y a un H, pèle sur le document déposé au greffe. Iris est figé, ce n'est pas ma signature. Je m'appelle Iris Pell. Je n'ai jamais été témoin et je n'ai jamais signé. Quelqu'un a falsifié mon nom. Quelqu'un avait besoin de 2 témoins, avec ma mère comme premier témoin, ils avaient contrefait le nom de la notaire sur la seconde ligne, en pariant que le tribunal supposerait qu'il s'agissait de l'officière publique présente. Comment prouver qu'il s'agit d'un faux et non d'une écriture négligée, ai-je demandé par rigueur professionnelle. Iris a souri avec l'assurance de 40 ans de métier, pour 2 raisons. Premièrement, je signe toujours de mon prénom complet, Iris, accompagné de mon sceau officiel, sans jamais abréger. Deuxièmement, elle a ouvert son registre relié devant moi. Je consigne chaque acte et chaque refus. Si j'avais été témoin, ce serait inscrit ici avec un numéro de ligne. La seule entrée concernant votre grand-mère est ce refus motivé du 19 avril. Il n'existe aucune version de la vérité où j'ai signé ce document. J'ai contemplé la page du 19 avril, rédigée d'une écriture fine et régulière, ressentant le soulagement immense de la juriste qui tient enfin la preuve irréfutable. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai réclamé l'accès au dossier médical de ma grand-mère pour la date du 19 avril, un droit que je pouvais faire valoir en tant qu'héritière légale. Les transmissions infirmières de ce jour-là indiquaient, patiente confuse, désorientée dans le temps et l'espace. Somnolence accrue. Augmentation des doses de morphine. On ne peut légalement signer un acte sous l'empire d'un tel état médical. Le puzzle était complet, encadré notarié vierge, témoin fictif, mère bénéficiaire indirecte et dossier médical accablant. Falsifier un testament constitue un crime. Et ma sœur, tout sourire, m'avait dit de me contenter des souvenirs. Elle m'a tendu le mot, l'écriture tremblée mais authentique de ma grand-mère. Il y était écrit, la maison en 3 parts égales. Ce qui est juste est juste. Bridget saura comment faire les choses dans les règles, c'est son métier. Ne les laissez pas lui faire croire qu'elle n'a pas sa place ici. J'ai lu ces mots sur le pas de la porte d'une inconnue sans pleurer. J'ai plié la feuille avec précaution et l'ai glissée dans la poche intérieure de mon manteau, contre ma poitrine. Elle avait voulu un partage équitable entre ma mère, Camille et moi. Elle avait fait confiance à mes compétences pour faire respecter ses volontés. Ce mot est devenu mon point d'ancrage, chaque fois que mes doutes d'enfant rejetés refaisaient surface, je posais ma main sur ma poche. En réexaminant minutieusement le dossier public du greffe, j'ai découvert le mobile financier qui expliquait le raffolement, une notification bancaire y était jointe. Ma mère avait contracté un prêt hypothécaire de 40 000 $ sur la maison de Linden Street au mois de mars, du vivant de ma grand-mère, au moyen d'une procuration générale datée elle aussi de ce fameux mois d'avril où Vivien n'avait plus son discernement. Ma mère avait dépensé un argent qui ne lui appartenait pas. Pour couvrir cet emprunt et éviter des poursuites, il fallait impérativement que la maison devienne la propriété exclusive de Camille au plus vite, transférant ainsi la dette sur le bien sans que personne n'y regarde de trop près. Si la succession était partagée en 3 comme grand-mère le souhaitait, le détournement de 40 000 $ éclaterait au grand jour. Le testament falsifié n'était pas seulement motivé par la cupidité, c'était une opération de dissimulation. J'ai cherché à comprendre pourquoi ma mère avait agi ainsi, Greg étant au chômage depuis près d'1 an, le couple accumulait les retards de paiement sur son propre logement. Ma mère avait fait ce qu'elle avait toujours fait, voler au secours de son enfant préféré, cette fois avec l'argent d'une mourante. Comprendre son désespoir n'excusait pas son acte, elle aurait pu me solliciter pour trouver un aménagement légal, mais elle avait préféré m'effacer une fois de plus, parce que m'évincer avait toujours été l'option la plus commode dans cette famille. 2 jours après ma consultation du greffe, l'avocat de Camille, maître Dolan, m'a appelé pour me mettre en garde, prétendant que mes démarches constituaient une ingérence et une tentative d'intimidation des témoins. Ils avaient déjà façonné son opinion, j'étais la sœur aigrie qui cherchait querelle. Puis Camille a commis l'erreur de trop en m'adressant un courriel intitulé « Faisons simple ». Elle m'y proposait 5 000 $ pour renoncer à tout recours, affirmant que le testament était limpide. J'ai conservé ce message sans y répondre. J'ai refusé toute confrontation préalable, ma mère savait pleurer sur commande et Camille savait manipuler l'auditoire. Si je les accusais à l'avance, elle ferait bloc contre moi. Je laisserai donc la procédure officielle faire son œuvre, en m'assurant d'une seule chose, la présence d'Iris Pell dans la salle de réunion.
Iris a accepté immédiatement, j'aurais dû intervenir plus fermement en avril. Je ne faillirai pas une seconde fois. Elle risquait pourtant sa réputation professionnelle dans une petite ville où ma mère avait ses entrées. Mais elle m'a confié avoir jadis validé par complaisance une procuration pour un fils charmeur qui avait ensuite dépouillé son père âgé. Je me suis juré de ne plus jamais rendre légale une injustice par facilité. Le pire qu'on puisse dire de moi aujourd'hui, c'est que je suis honnête. 4 jours avant la réunion, Camille m'a appelé sur un ton mielleux, il paraît que tu poses des questions. Ne rends pas les choses pénibles. De toute façon, qu'as-tu comme preuve? Une simple impression? Tu n'étais même pas là à la fin, maman et moi nous sommes occupés d'elle. Où étais-tu? Elle visait délibérément la blessure d'enfance. Mais je n'ai rien dévoilé de mon dossier, tu as raison, je n'étais pas là à la fin. Mais j'étais là pour l'été de mes 9 ans, pour les parties de Rami et tous les dimanches pendant 9 ans. Alors ne me dis pas où était ma place, Camille. Ma tante m'a appelé à son tour le lendemain pour me supplier de céder, pour la famille, prouvant que le récit familial m'avait déjà condamné par avance. Le matin de la réunion, l'angoisse m'a étreinte dans ma voiture sur le parking du cabinet. J'ai tenté de joindre Iris, sans réponse. La peur d'avoir tout imaginé et de me retrouver seul face à eux m'a submergé. Mais je suis entré malgré tout, ma grand-mère avait posé son stylo pour moi, le moins que je puisse faire était de tenir bon pour elle. La salle de réunion réunissait ma mère en tailleur, Camille, maître Dolan avec ses dossiers, ainsi que mon oncle et ma tante assis en retrait. Ma mère m'a accueilli avec sa voix des grands jours, Bridget, nous sommes si heureux que tu sois venue. Ce ne sera pas long. Maître Dolan a commencé la lecture de l'acte, la succession de Vivien Carroway. Selon le testament daté de février. Il a énuméré les dispositions, la maison à Camille, les objets personnels pour moi. Il a ensuite demandé si les héritiers avaient des questions avant d'émarger l'acte de partage. Ma mère m'a tendu le stylo, Camille souriait déjà. J'ai une question, ai-je déclaré d'une voix calme et professionnelle. Pourrions-nous vérifier les modalités d'exécution du testament? Plus précisément l'identité de l'officier public et des 2 témoins pour le procès-verbal? L'avocat a vérifié le dossier, il est attesté par Dorothy Carroway et un certain H. Pell. La législation n'impose pas d'acte notarié pour. Et qui est H. Pell, ai-je coupé. Un silence s'est installé. Ma mère a reposé son stylo avec une lenteur calculée. Une notaire qui était présente et qui a signé comme témoin, a bredouillé Camille. Une notaire qui signe comme simple témoin sans apposer son sceau officiel? C'est très inhabituel. Était-ce Iris Pell? J'ai vu le visage de ma mère se décomposer, je ne me rappelle plus son prénom. C'est à cet instant précis que la porte s'est ouverte. Iris Pell est entrée, son registre sous le bras, veuillez m'excuser pour ce retard, il y avait un accident sur l'autoroute. Bonjour Dorothy, bonjour Camille. La température de la pièce a chuté instantanément. Je suis Iris Pell, notaire assermenté, a-t-elle déclaré en s'adressant directement à l'avocat. Je crois comprendre que mon nom figure sur un document que vous vous apprêtez à homologuer. Ce testament comporte-t-il mon sceau notarié ou une simple signature de témoin? Maître Dolan a tourné la page, stupéfait, il y a une signature H. Pell, sans sceau. Alors je dois consigner ceci formellement, maître, je n'ai jamais signé cet acte, ni comme notaire, ni comme témoin. La mention H. Pell est une contrefaçon, je m'appelle Iris Pell et je n'ai jamais signé d'une simple initiale de toute ma vie. Un silence absolu s'est fait, troublé par le seul souffle de la climatisation. C'est absurde, vous étiez présente, a protesté ma mère. J'étais présente, a répondu doucement Iris en posant son registre sur la table. Je suis venu à 2 reprises et je tiens à votre disposition mon registre légal. Souhaitez-vous que je donne lecture de mon entrée du 19 avril? Elle a ouvert le livre sans attendre, requis pour authentifier la signature de Vivien Carroway. Signataire sous forte médication, confuse, incapable d'énoncer la date ou la nature de l'acte. La signataire a commencé à signer, puis s'est interrompue en déclarant refuser de signer sans la présence de sa petite-fille Bridget pour relire le document. Refus d'instrumenter pour défaut de discernement et suspicion d'abus de faiblesse. Présente, Dorothy Carroway, fille, Camille Voss, petite-fille. Le nom de Camille consigné sur le registre officiel a résonné comme un verdict. Elle se trompe. Maman était juste fatiguée ce jour-là, a bafouillé ma mère. Alors pourquoi a-t-elle posé son stylo en réclamant Bridget, a rétorqué Iris. Le 19 avril,
ai-je répété. Le jour même où le registre de Madame Pell atteste que ma grand-mère n'avait plus sa lucidité, et où son dossier médical consigne une hausse de morphine et une désorientation totale. Soit elle était lucide pour accorder une procuration financière et ce testament, et les soignants ainsi que l'officière publique mentent, soit elle ne l'était pas, et cette procuration est aussi nulle que le testament. On ne peut pas prétendre qu'elle était saine d'esprit pour contracter un emprunt et trop fatiguée pour se rappeler avoir demandé ma présence. Le visage de Maître Dolan s'est fermé, il est réalisé que le dossier qu'on lui avait confié constituait une scène d'infraction pénale. Camille a alors perdu tout contrôle, Bridget n'était pas là, a-t-elle crié en me pointant du doigt. C'est nous qui nous sommes occupés d'elle. Tu n'as pas le droit d'arriver maintenant. La question venait enfin de la famille elle-même. Maître Dolan a examiné l'acte de prêt, il y a une hypothèque de 40 000 $ contractée en mars sur le bien du vivant de la testatrice par la mandataire désignée. Il a fixé ma mère, avez-vous grevé le bien de votre mère de son vivant? Mon oncle s'est approché à son tour, lisant par-dessus l'épaule de l'avocat, Dorothy. Tu as pris 40 000 $ sur la maison de maman pendant qu'elle se mourait? C'était une avance. Je devais la rembourser dès le règlement de la succession, a balbutié ma mère. Quand la maison serait devenue la propriété de Camille, a achevé ma tante avec effroi. Vous aviez besoin que la maison lui revienne pour noyer la dette. C'est pour ça que tout devait aller si vite. Bridget avait raison depuis le début, et nous la traitions de problème. Cette phrase prononcée après 34 ans d'injustice a résonné profondément en moi. Mais je suis resté de marbre. Maître Dolan s'est levé, je mets fin immédiatement à cette séance. Je ne peux instrumenter sur la base d'un testament suspecté de faux assorti d'une dette potentiellement illicite. Je me déconstitue et j'ai l'obligation de signaler cette falsification au procureur. Madame Pell, j'aurai besoin d'un extrait certifié de votre registre. Camille s'est effondrée en larmes, Bridget, s'il te plaît. Maman était aux abois, nous allions ajouter ton nom plus tard. Ne dis pas que vous alliez ajouter mon nom, ai-je coupé calmement. Vous avez fait pression sur une mourante qui réclamait ma présence, et vous avez fabriqué un faux pour m'écarter en pariant que je serais trop insignifiante pour vérifier un testament. Vous avez bâti un crime sur ce mépris. J'ai sorti la note manuscrite de ma poche et l'ai déposée au centre de la table, en février, lorsqu'elle était pleinement lucide, elle a écrit ceci, la maison en 3 parts égales, car ce qui est juste, en précisant que je saurais faire respecter ses volontés. Elle savait dès février ce que vous tenteriez de faire, et elle m'a fait confiance pour rétablir la vérité. Ma mère a murmuré, Bridget, nous sommes une famille. Grand-mère l'était. Vous deux m'avez simplement appris la différence. J'ai ramassé mon manteau et je suis sortie la première. Le faux testament a été rejeté par le tribunal des successions. Un testament antérieur authentique a été validé, partageant la maison de Linden Street à parts égales entre ma mère, Camille et moi. La dette de 40 000 $ a été imputée sur la seule part successorale de ma mère. Le parquet a ouvert une enquête sur la falsification de signatures. Camille a déménagé son canapé hors de la maison sous mes yeux quelques semaines plus tard. Je n'ai pas demandé la vente aux enchères du bien, j'ai racheté la part grevée de ma mère au montant résiduel de sa valeur diminuée par l'emprunt, une offre qu'elle ne pouvait refuser. Je suis désormais propriétaire de la majeure partie de la maison bleue de Linden Street. J'occupe la chambre du fond. Je prends un café avec Iris le premier dimanche de chaque mois. Ceux qui comptent sur votre silence ont déjà fixé la valeur qu'ils vous accordent, croyez-les, mais lisez les actes jusqu'à la dernière ligne. Ma grand-mère savait que je le ferais. Ce soir, le canapé a disparu, les cartes de Rami sont toujours dans le tiroir de la cuisine, et je vais distribuer une donne pour 2 en la laissant gagner, comme elle faisait semblant de ne pas le faire. La maison est préservée.